Voilà, après avoir bouclé la boucle pour nous ramener à la transmission synaptique, à la transmission avec les neurotransmetteurs, c'est ça que nous allons aborder aujourd'hui. Alors ici, dans l'illustration du livre de la bande dessinée, qui s'appelle le Neurocomics que je vous avais déjà présenté, les neurotransmetteurs sont présentés comme s'ils descendaient, s'ils arrivaient en parachute dans la fente synaptique. Dans la fente synaptique, ces neurotransmetteurs, qui sont des molécules, sont dans le liquide extracellulaire et leurs mouvements dans ce liquide extracellulaire se font au hasard. Et au hasard de ces mouvements, ils arrivent à des récepteurs. Alors ici, métaphoriquement, on a représenté les neurotransmetteurs comme ayant une clé, et cette clé reconnaît ou est reconnue spécifiquement par un récepteur. Ce récepteur, une fois qu'il est activé par cette liaison du neurotransmetteur, cette activation provoque l'ouverture ici d'un canal. Alors, on a un petit peu simplifié parce que le récepteur en question, c'est la dopamine, et la dopamine ne fonctionne pas comme ça. La dopamine a un fonctionnement un petit peu plus compliqué que nous verrons plus tard. Nous avons déjà rencontré un neurotransmetteur qui est l'acétylcholine. Et vous voyez que l'acétylcholine est représentée par une autre clé, et cette clé n'est pas reconnue par les mêmes récepteurs. L'acétylcholine n'est pas reconnue par les différents récepteurs à la dopamine. Encore un autre récepteur dont nous allons faire la connaissance, c'est le glutamate. Le glutamate, on nous dit ici, c'est le neurotransmetteur excitateur principal dans le cerveau, notamment important dans des tâches comme les apprentissages et la mémoire. Et vous voyez qu'il est représenté comme une clé encore un petit peu différente, et nous allons en effet l'appeler GLU. Il y en a d'autres. On avait fait la connaissance du récepteur GABA. Vous voyez que c'est un acronyme, G.A.B.A. pour l'acide gamma-aminobutyrique. Et celui-là, nous l'avons vu comme inhibiteur, mais nous allons voir dans quelle mesure il peut éventuellement être excitateur. Et vous voyez encore une cellule différente, une serrure différente. Alors, comment ça se passe pour l'instant? Nous allons parler des récepteurs ionotropes. Les récepteurs ionotropes permettent de reconnaître des neurotransmetteurs qui leur sont propres. Nous avons vu ceci et nous avons pris l'exemple de l'acétylcholine et du récepteur nicotinique. Le récepteur nicotinique est un récepteur cholinergique. On dit cholinergique, il fonctionne à l'acétylcholine. On ne dit pas acétylcholinergique, l'usage veut qu'on dise cholinergique. Vous voyez, donc il travaille, il fonctionne. Vous avez la racine grecque, ergein, là, du travail, avec la choline, avec l'acétylcholine. Donc l'acétylcholine se lie ici. Ça provoque l'ouverture d'un canal ionique. C'est pour ça qu'on appelle ça un récepteur ionotrope. Et l'activation de ce récepteur ionotrope entraîne donc le passage d'un ion, en l'occurrence l'ion sodique. Et quand l'ion sodium peut passer par ce canal, il y en a plus qui entrent que des ions sodium qui sortent. Le mouvement net se fait vers l'intérieur et vous voyez qu'on entraîne alors une dépolarisation de la membrane, une entrée d'ions positifs à l'intérieur. Donc on a une dépolarisation de la membrane. C'est donc une modification du potentiel de membrane, et cette modification du potentiel de membrane, c'est un PPSE, un potentiel postsynaptique excitateur, puisque c'est une dépolarisation. Si on la représentait, comme on a eu l'habitude de le faire, où on a ici la différence de potentiel, on monte vers une dépolarisation. Et puis, on va redescendre. Et cette dépolarisation va se transmettre le long de la membrane par, et nous l'avons vu, la réponse ou la réaction électrotonique. Et puis, la somme des potentiels postsynaptiques, des PPSE, mais aussi peut-être d'autres synapses des PPSI,
va modifier le potentiel de membrane d'une manière significative, de manière peut-être à arriver jusqu'au seuil d'excitation du neurone, de la membrane, le seuil donc d'ouverture des canaux sodiques voltage dépendants. Ce sont aussi des canaux ioniques sodiques, mais ce ne sont pas des canaux ligands dépendants comme le sont les récepteurs ionotropes. Donc tout ceci, c'est un petit rappel. Avançons dans le rappel. Nous avons vu que pour chaque récepteur, on peut reconnaître un agoniste, et il y a l'agoniste endogène. Pour le récepteur nicotinique, l'agoniste endogène, c'est-à-dire la substance que nous produisons, endogène, elle est fabriquée en nous. L'agoniste endogène du récepteur nicotinique, c'est l'acétylcholine. Quel est son agoniste exogène? Pour le nicotinique, pardon, un des agonistes exogènes, ce serait la nicotine. Et puis nous avons déjà aussi rencontré la notion d'antagoniste, c'est-à-dire de molécules qui bloqueraient le récepteur. Souvenons-nous que les antagonistes ne sont pas endogènes, que la seule chose que nous produisions dans le fonctionnement de ces récepteurs sont des neurotransmetteurs qui sont les agonistes endogènes. Un antagoniste que nous allons voir, c'est le curare. Le curare, que vous connaissez comme poison en fait parce qu'il paralyse les muscles. Et ça, nous verrons justement comment le curare agit sur les récepteurs nicotiniques dans la synapse entre un neurone et une cellule musculaire. L'acétylcholine, voilà un premier neurotransmetteur, mais nous avons évoqué le glutamate. Le glutamate, c'est l'acide glutamique. C'est le même que vous connaissez comme acide aminé. C'est un acide aminé qui est donc impliqué par ailleurs dans la synthèse des protéines, mais ici, le glutamate, à part entière, a le rôle d'un agoniste endogène, c'est un neurotransmetteur. Alors, il agit sur plusieurs types de récepteurs. Par exemple, le récepteur AMPA. L'AMPA, c'est une molécule. Peut-être pas la peine qu'on dise de quoi AMPA est l'acronyme, mais l'AMPA, c'est une molécule, et c'est une molécule exogène. Nous n'en avons pas, de la même manière que la nicotine, c'est une molécule exogène. Nous ne fabriquons pas de nicotine. Eh bien, certains récepteurs sont sensibles à l'AMPA. Donc, l'agoniste exogène des récepteurs AMPA, c'est la molécule d'AMPA. Et donc, nous allons appeler parfois le récepteur AMPA, nous allons l'appeler AMPA-R. Donc, c'est une parenthèse ici, AMPA receptor. Donc, le récepteur en anglais. Pour l'instant, juste parlons de ceci. On peut revenir à un moment sur des antagonistes, et ça se trouve de manière plus complète dans les notes. Mais je veux vraiment attirer notre attention sur les différents récepteurs au glutamate. Alors, le récepteur AMPA, comment fonctionne-t-il? Eh bien, il fonctionne vraiment comme le récepteur nicotinique. Donc ici, on pourrait vraiment remplacer dans notre dessin, dans une autre synapse, ce récepteur nicotinique par un récepteur AMPA, et ce n'est plus de l'acétylcholine, mais du glutamate qui viendrait se lier, et la liaison du glutamate au récepteur AMPA entraînerait l'ouverture d'un canal sodique, l'entrée de sodium, et donc la production d'un PPSE. Il existe d'autres récepteurs que les AMPA-R, par exemple les récepteurs à l'acide caïnique ou le caïnate. Nous allons utiliser acide caïnique, acide caïnique et caïnate comme
des synonymes. Eh bien, quel est l'agoniste endogène des récepteurs kainates? C'est le glutamate. Quel est l'agoniste exogène? Eh bien là, c'est le kainate. Est-ce que l'AMPA peut se lier sur le récepteur kainate? Non, ce n'est pas un agoniste du récepteur AMPA. Ce n'est pas un antagoniste non plus. Et inversement, l'AMPA, non, j'ai dit est-ce que l'AMPA peut se lier au récepteur kainate? Et inversement, est-ce que le kainate peut se lier à un AMPA-R et donc induire la production d'un PPSE? La réponse, c'est non. Le kainate n'est pas un agoniste de l'AMPA. Or, physiologiquement, le glutamate peut agir de la même manière sur des récepteurs AMPA ou sur des récepteurs kainate. Donc nous ne faisons pas la différence entre ces récepteurs, mais ces récepteurs sont différents, ils ont des propriétés aussi un petit peu différentes. Le glutamate, on l'a vu dans la bande dessinée, est un agoniste excitateur très important. Est-ce qu'on aurait pu deviner qu'il est un excitateur? Oui, puisqu'on sait qu'il induit des PPSE. Ce E, c'est le E d'excitation. Et cette excitation, elle est bien due à la dépolarisation, qui est causée par l'entrée de sodium quand ces récepteurs sont activés. Il y a d'autres récepteurs au glutamate. Il y a même d'autres récepteurs ionotropes au glutamate. Mais pour l'instant, continuons à faire le rappel et ce tableau de quelques récepteurs. On a vu le GABA. Alors le GABA, c'est un récepteur, il a des récepteurs, notamment le récepteur GABA-A. Le récepteur GABA-A est un récepteur ionotrope, c'est-à-dire qu'il fonctionne comme celui-ci, mais quand du GABA s'y lie, quand du GABA est libéré par la cellule présynaptique et au hasard de ses mouvements dans la fente synaptique se lie au récepteur GABA-A, la liaison entraîne l'ouverture d'un canal chlore. Or, le chlore est en général plus concentré dans le liquide extracellulaire que dans le liquide intracellulaire. Donc l'ouverture du canal favorise l'entrée du chlore dans la cellule. Et donc la production non pas d'un PPSE, mais d'un PPSI, d'un potentiel post-synaptique inhibiteur. Ce PPSI, cette dépolarisation, est transmise le long de la membrane par la réponse électrotonique jusqu'au île où a lieu cette sommation des potentiels, l'intégration synaptique. Et si la somme de tous ces potentiels post-synaptiques reste inférieure au seuil, au seuil de moins 40 millivolts, on n'aura pas la production d'un potentiel d'action. Nous connaissons bien ça. Eh bien, retrouvons-le dans le tableau. Quel est l'agoniste endogène du récepteur GABA-A? C'est le GABA. Quels sont ces agonistes exogènes? Eh bien, par exemple, des médicaments qu'on appelle les benzodiazépines, qui sont des calmants, comme le Valium, comme des somnifères. Donc, les benzodiazépines, il y en a plusieurs. Le Valium, c'est le nom commercial du diazépam. Et puis, il y a un ensemble de somnifères qui sont aussi dans cette famille. Il y a aussi des médicaments contre l'épilepsie, des antiépileptiques, qui ont leur effet, les uns calmants, les autres hypnotiques, les autres anxiolytiques contre l'angoisse, contre les angoisses, les autres antiépileptiques, en étant des agonistes de récepteurs GABA-A, c'est-à-dire en induisant un PPSI. Et ces PPSI, qui sont induits ici pharmacologiquement, c'est-à-dire par la prise d'un médicament, permettent de diminuer l'effet d'influence excitatrice sur les cellules et donc peut-être de ne pas arriver jusqu'au seuil
de production d'un potentiel d'action. C'est comme ça que ça marche. Donc c'est ça l'effet calmant, c'est cet effet inhibiteur. L'alcool éthylique, agit pas de toutes sortes de manières, mais notamment comme agoniste du récepteur GABA-A. Il y a aussi des antagonistes, mais peut-être que ce n'est pas important d'en parler à ce moment-ci. Dans la bande dessinée, on a insisté sur une propriété particulière qui est que le récepteur GABA-A n'a pas toujours un effet inhibiteur, mais il peut aussi avoir un effet excitateur. Comment est-ce que c'est possible? Eh bien, ça on l'aurait parce que quand le GABA est lié au récepteur GABA-A, l'effet est, si j'ose dire tout simplement, d'ouvrir un canal chlore. Et puis l'effet de l'ouverture de ce canal chlore dépend de la distribution du chlore de part et d'autre de la cellule. Chez le fœtus, le chlore n'est pas plus concentré à l'extérieur qu'à l'intérieur. Chez le fœtus, le chlore est plus concentré à l'intérieur de la cellule. Donc, quand chez le fœtus du GABA se lie au récepteur GABA-A, le chlore a surtout tendance à sortir de la cellule. Et si du moins quitte la cellule,